Eh ben, écoutez, Ludovic, je vous remercie encore une fois, voilà, d'avoir accordé cette petite interview. En guise de première question, je voulais vous demander ce qui m'a intéressé véritablement sur notamment votre petite interview sur TF1, c'est que vous dites que vous avez eu, avant d'être éboueur, vous avez eu 1000 vies. Et j'aimerais savoir un petit peu déjà, avant qu'on parle justement de votre métier et de vos inspirations et de ce que vous faites sur les réseaux, ben, qu'on évoque ensemble vraiment votre trajectoire. Est-ce qu'il y a à un moment donné un engagement ou un événement particulier qui a fait que vous vous êtes dirigé vers ce métier? Alors, je vais pas tout dire hein, parce que Oui, oui, oui. ça va être très long. Alors, je vais faire court. Moi, je suis né en 1975. Je suis né à Montélimar, famille nombreuse. Ma mère, elle en a fait 5. Donc, j'ai 4 frères et sœurs, dont un qui est décédé maintenant. Et elle s'est remariée avec une personne qui a eu 2 enfants. Donc, voilà, famille nombreuse, recomposée, etc. On habitait dans des appartements, dans les HLM. Ensuite, quand elle a rencontré mon beau-père avait un terrain avec un petit cabanon pour ranger ses outils. Finalement, au fil du temps, ce cabanon est devenu une villa de 5 chambres. Entre-temps, on a vécu dans un mobil-home, etc. Moi, perturbé par le divorce de mes parents, bah, j'ai fait des fugues en veux-tu, en voilà, et dont une en particulière où ma destination était Toulon et je rencontre un gars qui m'amène à Toulon et dans la voiture, il me dit, t'es prêt à tout faire pour gagner de l'argent? Moi, je dis oui. Et à partir de là, il me prend ma main, il la met sur son sexe. Donc là, j'ai été déjà victime de pédophilie sans me rendre compte. Ensuite, bon, je reviens chez moi, etc. Ma mère en a marre, ce que je peux comprendre, bien évidemment. Et de toute façon, ils n'avaient plus l'argent pour pouvoir m'élever. Donc, elle décide de me mettre à la DAS, la DS 26 à Montélimar. Et là, je pars dans une famille d'accueil, dans le 26 toujours. Et là, je vais dans un château. J'avais une chambre de 150 mètres carrés. J'avais peur le soir. Pourquoi? Parce que dans ma chambre, j'avais le reflet des phares des voitures et en fait, je croyais que c'était un monstre qui venait m'attaquer. Mm. Ses yeux traversaient les murs, etc. Bref, et il y avait des cris et les cris, c'était les loirs qui venaient sur nos poutres, etc. Voilà, donc je suis resté dans la famille d'accueil jusqu'à l'âge de 17 ans, à peu près 17 ans et demi. Euh, je savais déjà que j'étais homosexuel et ça, ma famille d'accueil l'avait vu. Je me suis même baladé avec un sens interdit sur les fesses parce qu'ils n'aimaient pas les homosexuels et ils n'arrêtaient pas de me taquiner avec ça. Et je leur ai fait cette blague-là de mettre un sens interdit sur mon cul, pardon pour le terme, pour leur faire comprendre que ben voilà, être homosexuel, c'est pas ce qu'ils pensent, etc. etc. Mm. Et ensuite, mon grand-père est décédé. Je suis descendu à Montélimar, donc dans ma famille. Et ensuite, entre-temps, j'ai fait 1 jour et demi d'appel à l'armée. C'était 1 jour et demi à l'époque. Et là, on est en 93. Et j'ai fait 1 an, 3 quarts de service militaire. Alors, normalement, je devais faire 10 mois, mais j'ai signé un volontaire service long, Mm. un VSL, ça s'appelle, et pour en faire plus. Et moi, je devais m'engager pour partir en Nouvelle-Calédonie. Il s'avère que j'ai eu un rapport là-bas avec un gars et ça s'est su. Et c'est Mm. venu aux oreilles du commandant. Le commandant m'a convoqué. Il m'a dit, écoute, Ludo, on veut plus de cette race-là chez nous, donc tu dégages. Voilà, donc je Ah suis ouais. parti à ce moment-là. Je me suis retrouvé à la rue complet pendant plus de 10 années, dehors. Voilà, c'était très compliqué, mais ce qui m'a aidé à survivre dans la rue, c'était ce fameux jour où j'ai rencontré ma prof de français à Valence, dans la Drôme, où je faisais la manche là-bas. Et elle me dit, mais Ludo, qu'est-ce que tu fais là? Mm. Et à partir de là, ben, je me suis levé
j'ai pris sa valise et je l'ai amené au train, me tend un billet de 50 francs que j'ai refusé. Et cette image-là est restée dans ma tête encore maintenant. Et ça m'a aidé à, à- à- ça m'a soutenu tout le long de ce périple de son domicile fixe, quoi, pendant plus de ces 10 ans. Et ouais, c'était. Ce qui m'a aidé aussi, c'est les rencontres avec les gens, énormément, et les associations. Moi, j'ai été bénéficiaire au Resto du Cœur. J'ai dormi à la Péniche du Cœur pendant quelques temps. À Paris, je ne sais pas si vous connaissez Paris, mais il y a la Mie de Pain, il y a Emmaüs, etc. Donc, Oui, oui, il y a pas mal de structures. exactement, moi, je me suis servi de toutes ces structures-là pour que ça me serve de tremplin, en fait, et D'accord. pour être ce que je suis maintenant. Donc, je suis devenu quelqu'un, parce qu'à l'époque, j'étais rien. Euh, pour moi, j'étais une sous-merde. Hein. Je ne méritais pas de continuer. Et j'avais eu des idées suicidaires, hein, bien évidemment. Mais Et est-ce que ces associations, c'est elles qui vous ont aidé, qui vous ont dirigé peut-être vers cet emploi ou c'est vous non, non, qui... pas, non, non, pas du tout. Alors moi, alors après, euh, je suis parti dans le sud et j'ai rencontré quelqu'un là-bas. Et à partir de là, euh, je me suis retrouvé à travailler dans un bar gay. Et puis, il y a une dame qui vient me voir et qui me dit Ludo, Ludo, non pas Ludo, pardon, elle me dit monsieur, monsieur, parce qu'elle ne me connaissait pas. Euh, Elle vient me voir et là, elle me dit à mon pote, il est très intéressé. J'ai un bon, etc. Et puis je vois un mec, voilà, peu importe le style, mais complètement pilot. Et j'accepte, je vais le voir. Et on commence à discuter. Il me dit, viens, je t'emmène dans une boîte de nuit, etc. Et puis là, voilà, il m'a amené dans la boîte de nuit. Et je suis resté 7 ans avec. Pendant ces 7 années, euh, on a, on a, il m'a sorti de la rue, en fait, ce Hmm. gars-là. Et on a été propriétaire d'une SCI, une société commune immobilière. D'accord. Ensuite, on a été propriétaire d'une SNC, c'est une société en nom commun. Et on a pu acheter un bar tabac qu'on a eu pendant plus de 2 ans, ouais, 2 ans et demi, on va dire ça comme ça. Et ça s'est très mal passé, la fin s'est très mal passée. Et il m'a étranglé, etc. Et ma meilleure amie de l'époque était venue justement à ce moment-là pour nous séparer. Et j'ai porté plainte, une plainte que j'ai retirée. Après, je suis parti. Donc, j'ai dû vendre mes parts de cette société qu'il a racheté lui-même. Et je suis monté avec 90 000 euros euh, sur Paris. Hmm. Ça, c'est une somme énorme. Et du coup, j'ai acheté, moi, un tabac sur Paris, un tabac sec, donc une D'accord. civette. Ça s'appelle une civette, hein, un tabac sec. Et, donc, moi, j'ai rapporté donc plus de 33% de la somme. Et ça a duré à peu près un an. Pendant un an, j'ai bossé comme un dingue, de 7 heures à minuit. Je faisais à peu près du 7 000 à 8 000 euros par jour. Mais attention, parce que ce n'est pas notre argent à nous, hein, c'est l'argent Oui, de oui, l'État. oui. Ça part dans l'État et ça part dans les charges et voilà. Et il reste pas Exactement. beaucoup à la fin. Fin de journée, il ne me restait pas grand-chose. Il me restait peut-être 200 euros. Hein, donc, Hmm. ben voilà, c'est déjà pas mal, 200 euros par jour. Mais bon, ça faisait beaucoup d'argent pour Oui, avoir oui, si par peu. rapport au quota de travail, ouais. Exactement. Et donc, complètement débordé. Et là, je décide de me faire aider. Et là, j'ai un ami qui me dit bah, écoute, moi, je suis prêt à t'aider, pas de souci. Et, il travaille tous les week-ends. Donc, moi, ça me permet de me reposer. 3 mois après, je fais un inventaire. Et là, je m'aperçois qu'il manque des cartouches de cigarettes, il manque des cartes téléphoniques, il manque des cartes de parking, il manque du cash, il manque des jeux de la Française des Jeux, etc. Bon, il manquait du cash aussi. Et donc, il manquait 15 000 euros à peu près. Et il manquait les sous pour pouvoir acheter la nouvelle commande de tabac. Et donc, je vais à la banque, je leur explique le problème. Et c'était 2008. Et là, 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Début de la crise économique. Hmm. Tout Et, à fait. et ils ont refusé de me faire mon chèque de banque pour que je puisse acheter mon tabac au cul du camion parce qu'un buraliste achète le tabac au cul du camion. Il y a une commande qui est faite en amont, bien évidemment. Ils arrivent avec le tabac devant votre commerce et à partir de là, on leur donne le chèque certifié. Donc, c'est un chèque de banque. Et là, une fois qu'ils ont le chèque, ils nous donnent
le tabac et c'est pas l'inverse. C'est comme ça que c'est comme ça. Et du coup, ben, moi, ma banque m'a pas fait le chèque et du coup, ben, pas de tabac. Pendant 3 semaines, je me suis battu tous les jours pour avoir ce fameux chèque. Ils n'ont pas voulu. Un jour, j'arrive devant le banquier, j'ouvre sa porte. Je suis dans le banquier, j'ai une caisse, une valise avec un peu d'argent dedans, un peu d'économie et les clés du commerce. Et je dis au banquier, voilà, je vous donne 15 minutes. Soit vous faites mon chèque de banque et je repars avec les clés et les petits sous que j'ai ici et j'ouvre mon rideau pour travailler, soit vous ne faites pas mon chèque. Et dans ce cas-là, je vous balance les clés de mon commerce dans la figure et je m'en vais avec ça. 15 minutes, c'est très long. Je transpirais, lui aussi. Il n'a rien dit. Il ne m'a pas fait le chèque. J'ai dit, OK, 15 minutes, paf. Je balance les clés de mon commerce sur lui. Et là, je prends la porte et je m'en vais. Et là, je pars aux États-Unis. D'accord. Ça a duré plus de 2 ans. Changement complet. Ouais, 2 ans. Mais je vais être le seul au monde qui a balancé comme ça, qui a balancé les clés d'un commerce qui valait à peu près 300 000 euros à la revente. Donc, je dois être le seul au monde à avoir fait ça. J'estime que c'est un luxe. Oui, c'est audacieux. et, et, et donc là, je me retrouve aux États-Unis. Donc, mon rêve, ma destination, c'était San Francisco, bien évidemment, la capitale gay, etc. On va s'amuser, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, mes périples durent 2 ans, de plus de 2 ans à peu près, quelque chose comme ça. Donc, je fais des allers-retours parce qu'un visa, c'est 3 mois. Et Vous un aviez visa, quel âge quand vous êtes arrivé aux États-Unis? ah là là, c'était en. Enfin, alors, faites les calculs, c'était en 2009. 2009, ouais. Voilà, j'en ai 48 là, maintenant. 11 ans, 15 ans, 33. Vous avez 33. Ben voilà, là, c'est là où j'ai tout perdu. D'accord. Et, ouais, ça a duré à peu près 2 ans, quelque chose comme ça. Et ensuite, je reviens en France. Et pourquoi? Parce que j'ai eu, moi, un accident. Un accident. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, en fait. En fait, aux États-Unis, tous les bars ferment à 2 heures du matin. Mais avant de fermer, un quart d'heure avant, ils sonnent une cloche. Et là, il y a tout le monde qui va au bar et qui boit, etc., etc. Moi, bon, j'avais déjà beaucoup bu. Et là, je m'en vais. Et je marche. Je me réveille 3 heures après. Il y a un mec qui me dit touch your face, come on with me, avec une ambulance, etc., etc. Et je vais dans l'ambulance. Donc, ils avaient apparemment déjà appelé l'ambulance. Je m'allonge. Et là, je me regarde dans la vitre. Elephant Man, je ne me reconnais pas. Premier geste que je fais, je prends mes 4 premières dents, je les bouge. Je me dis, j'ai perdu mes dents. Ça y est. Et ben, finalement, non, parce que j'ai eu le bon réflexe. Et donc, je me retrouve à l'hôpital et je reste 2 jours et demi sous morphine. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant 3 heures. Ils m'ont dit que je m'étais fait agresser parce que j'avais des marques de strangulation, etc. etc. Mais c'était horrible. Et enfin, horrible. Mon visage était horrible, mais moi, je n'ai rien senti finalement parce que j'étais imbibé d'alcool, etc. etc. Donc, et donc, à partir de là, moi, j'avais un ami là-bas, un Mexicain, qui lui m'a payé le retour en France. Parce qu'il fallait que je retourne en France. Je ne sais pas qui a payé l'hôpital, je ne sais pas tout ça. Ils m'ont demandé ma carte vitale et voilà, c'est tout. Moi, je n'ai rien payé. D'accord. Donc, bref, tant mieux finalement, parce que je pense que ça m'aurait coûté une Oui, fortune. oui. Et donc là, je me retrouve donc de nouveau en France et là, j'en ai marre de la situation, etc. Bon, je vais dans les sex shops, etc. à Pigalle, parce que je connaissais très très bien Pigalle. Et j'ai passé le périple où j'ai passé quelques années à Pigalle aussi, parce que je connais très très bien. Et à Pigalle, c'est un village dans Paris, quoi. Donc tout le monde se connaît, etc. Et c'est juste incroyablement bien, sauf qu'il y a énormément de gigolos, de prostituées, de drogue, etc. Mais quand on connaît les gens, ben, on risque pas grand-chose au final. C'est les gens extérieurs à tout ça qui risquent de se faire avoir, etc. Bref. Donc là, on en arrive au sex shop. Et j'arrive dans un grand sex shop à Pigalle. Et je vois une personne assise sur les escaliers qui n'allait pas dans le fameux cinéma, qui restait assis, qui buvait des bières. Et on commence à discuter. Et puis finalement, il décide de m'offrir une bière et on échange. Voilà. Et moi, qu'est-ce que je fais? Le peu d'argent que j'avais sur moi, ben pareil, je lui offre une bière, etc. Alors après, il me dit, bah, écoute, Ludovic, si tu veux, je t'invite chez moi, comme ça tu verras mon copain, tout ça, tout ça. Et finalement, ils m'ont sorti eux-mêmes de la rue. Et j'ai envoyé des CV,
des lettres de motivation, etc. Entre-temps, moi, je vais sur un site de rencontre, sur une application, et il y a un mec qui me contacte, il me dit, ça va, tu vas bien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je dis, moi, je fais rien, mais par contre, je suis prêt à tout faire pour pouvoir gagner ma vie. Et il me dit, ah bon? Il me dit, écoute, si tu veux, tu m'envoies ton CV, ta lettre de motivation, et je vais peut-être un poste pour toi. Et ok, on y va. Et j'envoie ça, et il m'invite donc dans son bureau à l'hôpital européen Georges Pompidou, à la HEGP. Et il s'avère que c'est le directeur du pôle cancéro là-bas. D'accord. Ok, très bien. Donc on reste 4 heures dans le bureau. Alors moi, je pensais qu'il allait se passer quelque chose, mais pas du tout, rien que dalle. Et on a discuté, on a appris à se connaître. Et il m'a dit, au bout de 4 heures, hein, il m'a dit, écoute, c'est bon, tiens, je te file le poste. Et là, je me retrouve, comme ça, du jour au lendemain, agent hospitalier, agent d'accueil, en fait, en radiothérapie. Donc là, c'est les agents d'accueil, en fait, ils redirigent tous les patients. D'accord, oui. Oui, oui, oui. Ils vont chercher les dossiers, etc. Quand il y a un truc, besoin d'un bon de transport ou besoin de tout ça, c'est nous qui faisons ça. Et donc ça a duré à peu près 2 ans et demi. Sauf que, entre-temps, pendant ces 2 ans et demi, j'ai fait les concours pour être aide-soignant. Le premier concours, j'ai eu 13. Moi qui n'avais aucune notion dans l'anatomie, etc., etc., ben, je trouve ça pas mal. Et ils m'ont pas pris, il fallait avoir 17. Et je l'ai repassé une deuxième fois. J'ai eu 15, il fallait encore avoir 17. Et pour le coup, ils m'ont pas pris. Pas eu de Mais bon, dérogation, pas eu de. comment? Il n'y a pas eu de dérogation, c'est-à-dire même avec 2 Non, points près, non, ils n'ont pas voulu. non, ah non, ça marche pas comme ça. Ah oui. Non. Et donc, ben, il fallait que je me fasse une raison. Pendant ces 2 ans et demi, j'ai signé 11 contrats. Pendant D'accord. ces 2 ans et demi à l'hôpital. Donc après, ils ne pouvaient pas me faire signer plus que ça. Et donc, il y a une psychologue qui vient me voir du service où j'étais. Et elle me dit, Ludo, j'ai une place pour toi si tu veux, mais je te dis rien. Va là-bas et tu verras. Et ils t'attendent pour un entretien. Ok, ben j'y vais. Donc, il s'avère c'est à Sartreville. Et ah oui, entre-temps, pardon, j'oubliais. Entre-temps, pendant que moi je travaille à l'hôpital, donc pendant ces 2 ans et demi, ben, je travaille dans la fonction publique. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir mon appartement, etc., etc. Et je regarde dans le PAP. Et ben là, je trouve une annonce d'appartement à Morigny-Champigny. Morigny-Champigny, mon Dieu, c'est à Tataouine-les-Bains. Mais c'est pas grave. Je passe dans les chiffres, etc. Donc, je prends rendez-vous. J'ai mon rendez-vous. Je vais là-bas. Je ne me rends même pas compte qu'il fallait plus de 3 heures pour pouvoir y aller. Et je visite l'appartement et je dis oui tout de suite. Voilà. Je n'ai pas cherché à comprendre si c'était chiant pour faire les courses, si c'était chiant pour le transport, etc. Moi, je voyais que Vous le aviez toit. envie de vous installer. Ah, Oui. exactement. Et voilà, donc je me retrouve à Morigny-Champigny. Donc, je fais les allers-retours. Plus de 3 heures par jour. Bref, voilà. Donc là, on en arrive à mon psychologue qui me propose le poste, qui me propose un poste à Sartreville. Il s'avère que là, j'arrive dans un foyer d'aide médicalisée et les résidents, c'est des autistes pour la plupart et plus ou moins sévères. Et par exemple, vous avez la personne, l'autiste, qui va connaître tous les Disney, il va vous les citer toute la journée, il va citer toutes les paroles, les chansons, etc. Il va faire que ça. Et vous avez l'autre autisme où tu as la personne qui va faire ses selles devant vous et qui va les prendre, Oui. dans va les Il y a manger. différentes formes. Bref, voilà, donc j'ai vécu professionnellement parlant comme ça, pendant plus de 4 ans. Et donc moi j'habitais Morigny-Champigny, donc c'est juste à côté des Tempes. Et là, c'était Sartreville. Donc là, pour le coup, ça faisait à peu près 4 heures de route par jour. Ah oui, oui, oui. En train, ouais, en RER. J'avais le RER-C, la ligne 14, le RER-A, plus un bus. C'était juste, non, c'était incroyable. Et un jour, il y a le voisin, l'ami de ma voisine qui vient me voir et me dit Ludo, je sais que tu travailles super loin, mais tu sais que la ville de Paris recrute. J'ai dit ah bon? Et donc quoi? Et là, il me dit éboueur. J'ai fait OK. C'est ce que je veux faire depuis toujours. Il me dit OK, tu envoies ton CV, ta lettre de motivation à la ville de Paris, et tu verras, ils vont te répondre. Tu as juste à suivre ce qu'ils vont te proposer. Et voilà, j'ai écrit, j'ai envoyé la lettre de motivation, et là, ils me répondent, j'y croyais pas. Hein. Ils me répondent, ils me proposent un concours.
Ok, très bien. Concours de la fonction publique, encore Oui, une fois, oui. mais adapté aux éboueurs. Et, euh, donc, ben là, je passe la première partie, donc c'est l'écrit, et là, j'arrive. C'était à Villepinte. Il y avait une queue d'1 kilomètre, il y avait plus de 7 000 personnes. Moi, j'étais dans le groupe numéro 6, j'étais à la 1 400e personne. Donc, imaginez, il y avait énormément de monde. Donc, on répond aux questions. C'était en deux parties, il fallait se repérer sur un plan et répondre aux questions. Une question, par exemple, à quoi sert l'eau qui coule dans les caniveaux? Ou une autre question, c'est, il y a une grand-mère qui se fait agresser sur le trottoir, vous êtes en train de balayer, qu'est-ce que vous faites? Voilà, bon, les réponses. En fait, il faut être logique, Tout c'est à tout. fait, oui, oui. C'est C'est de ce la qu'ils logique. demandent, hein. Alors nous, il y en a qui vont se compliquer l'esprit, mais pas du tout. Il faut vraiment aller au plus simple possible. Ben, appeler les secours, tout simplement. Et puis, à quoi sert l'eau dans les caniveaux? C'est enlever les petits déchets. Voilà, c'est tout. Et donc, j'ai réussi l'écrit. Donc, de 7 000 personnes, on en arrive à 700. Ah oui, oui, oui. Déjà, Sélectif, ouais. Il y a un il y a un premier gros... palier qui tombe déjà. Voilà. Mais il faut savoir que tout le monde peut s'inscrire avec une carte d'identité, tous les Européens et les Français. Mais bien évidemment, il faut savoir lire et écrire. Mais pas tout le monde sait lire et écrire, hein. Il y avait un format externe interne, vous l'avez passé parce que je sais qu'interne, il y a un concours interne pour les non titulaires, concours externe, c'était un concours ouvert vraiment à tout le monde. Externe, D'accord. externe, Ok. complètement externe. Là, tout le monde pouvait. Mais il y en a deux par an, je crois. Il y en a deux par an. Donc tout le monde peut s'inscrire et voilà, il faut. Voilà, et puis passer l'écrit. Ensuite, donc on en arrive à l'oral. Donc ça, c'est le deuxième mois. Et donc, on est 700 à passer l'oral. Et ben pareil, là, c'est des chasseurs de tête. Là, ils ont notre CV devant leurs yeux. Et m'a rappelé une phrase qui m'a beaucoup marqué. Ils m'ont dit bravo pour votre parcours parce qu'on a rarement vu ça. Ben, merci beaucoup. Déjà, ils m'ont mis en confiance. Et ensuite, ben, bien évidemment, à l'oral, ils nous mettent en situation, etc., etc. Donc, j'ai réussi l'oral. Ils m'ont posé une question, par exemple, en disant pourquoi en prendrez-vous et pas un autre? La question Ah oui, complètement la question atypique, ouais. qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis valorisé. Hein. Je me suis dit parce que je suis le meilleur, c'est tout. Il n'y a pas à chercher à comprendre. Et donc, j'ai été pris à l'oral, bien évidemment. Et on est plus que 300. Mm. Donc, il reste le troisième mois pour passer la pratique. Et la pratique, en fait, c'était des ateliers. Il fallait reproduire ce qu'il y avait de gauche à droite. Il fallait porter des sacs de sable. Il fallait tirer une poubelle avec un parcours, etc. Et là, on se retrouve, au final, à avoir réussi 267. Donc, on était 7 000 au départ, plus de 267. Et donc, voilà, j'ai réussi. Et maintenant, ça fait, là, on était en 2017. Et voilà, donc Ça là, ça fait fait. 7 ans. Ouais. Ok, mais c'est très bien parce que on a tendance à se dire, moi je fais le relais un petit peu de tout ce qui peut se dire comme préjugé sur le métier des boueurs, où les gens peuvent se dire, ah bah il suffit de déposer un CV, de voilà. Là vous venez d'expliquer, de prouver que non, c'est tout un processus ouais, de concours à la fonction publique et qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus et Alors, rien ça, que ça déjà je trouve ça super intéressant. c'est la fonction publique. Oui. Alors après, est-ce que dans le privé, je ne sais pas comment ça fonctionne dans le privé, mais je pense que le privé, il n'y a peut-être pas de concours. Mm. C'est possible. Et c'est peut-être sélectif, mais en fait, dans le privé, j'en sais tristement rien, hein, Oui, oui. dans le privé. C'est possible que ce soit sur recrutement direct. Ok, bah c'est super intéressant parce que oui, quand vous disiez avoir 1000 vies, c'est le cas. Vous avez eu une sacrée trajectoire de vie avec beaucoup de choses et c'est vrai que c'est super intéressant de savoir par où vous êtes passé avant d'en arriver là. Alors D'où maintenant, ma... Oui, maintenant c'est plus 1000 vies, c'est 2000 vies maintenant, parce que j'ai écrit un livre, j'ai un single qui est en cours, enfin, d'accord. Ah qui oui, oui, oui. est sur les plateformes. Je vais tourner une série maintenant, là au mois de juin, c'est une production du Canada. Ben, les réseaux sociaux maintenant, on en arrive à plus de 400 000 abonnés un peu partout. Ah oui, Euh, oui, là vous avez doublé, on est passé de 1000 à 2000 très rapidement, mais ça, ouais, on va avoir l'occasion d'en parler vraiment à la fin. Je pense que ça sera et intéressant de savoir un petit peu les projets que vous aviez. Est-ce que quand vous avez commencé en tant qu'éboueur, directement, vous avez rencontré des difficultés directement? Vous avez rencontré, vous vous êtes heurté un petit peu aux alors, préjugés des gens. Comment ça s'est passé vraiment les premiers temps? alors, la première année, ben,
Ce qui s'est passé, c'est que bon, tu arrives sur le trottoir avec ton chariot, ton balai, etc. Tu vas sur le secteur, et là, il y a une personne qui passe à l'angle et qui me crache dessus. Je ne comprends pas. Ouais, ramasse la merde, t'es là pour ça, nanani, nanana. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, pourquoi il a fait ça. Moi, j'ai pas cherché à comprendre non plus, parce que le mec, il a tracé sa route. Et moi, tout ce que je voulais, en fait, c'était rentrer dans notre atelier pour pouvoir me changer, etc. Sauf que j'ai continué ma journée, je me suis essuyé, bien sûr, et j'ai continué ma demi-journée, puis après, je suis rentré et pour la pause, et là, je me suis changé, et j'ai pris ma douche, et là, j'étais très énervé, hein, bien évidemment. On ne peut pas rester insensible à tout ça, Oui, tout à à fait. ça, mais je ne pouvais pas m'énerver. On ne peut pas s'énerver sur les gens, c'est pas possible, parce qu'automatiquement, on va nous trouver des torts. Donc, il faut prendre sur soi, vraiment, il faut être très diplomate. Et c'est un métier qui demande beaucoup d'attention parce qu'on peut croiser toute énergumène devant nous ou derrière nous ou à droite ou à gauche, peu importe. Qui sont irrespectueux, oui. Voilà, notre regard, il ne fait pas 360 degrés, mais il fait tout le tour, quoi. Donc, Ah, tout à fait, oui, oui. il fait tout le tour. On a des yeux derrière, obligés. Et voilà, donc il y a eu ça. Et puis, en fait, il y a des gens qui ont été hyper désagréables quand moi j'étais au cul du camion, parce que ma première année, j'étais donc balayeur. Et ensuite, donc pendant mon année, parce que quand on est éboueur, la première année, on est stagiaire. Après, un an date butoir, on devient titulaire. Donc, D'accord, ouais. il faut être très sérieux, même tout le temps. Moi, je suis tout le temps sérieux. Mais voilà, Oui, pendant vous êtes évalué, j'imagine, à la fin. Ouais. exactement. Exactement. Il y avait un système de notes maintenant. J'ai connu les dernières notes. J'ai eu 14,75, mais c'était le maximum, hein. Ils ne pouvaient pas mettre plus. Voilà, maintenant, ça n'existe plus, ça. C'est terminé. Maintenant, c'est des appréciations, c'est des évaluations, etc. etc. Et donc, la deuxième année, donc ensuite, on pouvait bouger. Je pouvais faire une mutation, aller dans un autre atelier et faire une autre tâche en tant qu'éboueur, parce qu'un éboueur, il est multitâche, hein. Il fait énormément de choses, hein. Il est au balai, il est balayeur, il est ripper. Ripper, c'est celui qui est derrière le camion. Il est lancier, c'est celui qui est derrière un autre camion, mais avec une grosse lance pour pouvoir laver les rues. Il désherbe aussi, on enlève des mauvaises herbes, parce que si les rues sont désherbées, c'est parce qu'on est passé avant. Sinon, ça pousse dans tous les sens. Ensuite, on désaffiche aussi, on enlève les mauvaises, pas les mauvaises affiches, mais les affiches qui sont posées n'importe où, parce qu'il y en a beaucoup. Faut s'en rendre compte, parce que si on laisse toutes les affiches qui sont affichées partout, il n'y a plus une place nulle part, hein. Voilà, donc voilà, on met les panneaux aussi électoraux. Donc tout ça, ça fait partie du métier des boueurs chez nous, hein. Moi, je parle de chez nous à la ville de Paris. C'est peut-être différent en région, ça se rapproche. Oui, Mais ça se rapproche globalement, oui. rapproche, voilà. Mais voilà, nous, on a quand même un statut particulier, nous, à la ville de Paris. Et donc, la deuxième année, j'étais au cul du camion, donc Reaper. Et là, on était dans le 12e, dans les bouchons, on ne pouvait pas avancer. Et moi qui ai tendance à anticiper le travail, je m'en vais sur le trottoir de droite, et là, je vais chercher les bacs pour pouvoir ensuite les vider dans la benne, etc. etc. Et puis là, il n'y a pas des personnes qui nous klaxonnent derrière en disant ouais, dépêchez-vous, avancez, vous avez que ça à foutre, etc. Encore une fois. Je dis pardon. Je dis mais on ne peut pas avancer, on est dans les bouchons. Et ça faisait quoi, peut-être 10 minutes qu'on était bloqués. Et je dis à mon binôme, c'est pas possible ça. Je dis écoute, ce qu'on va faire, tu vas me prendre en photo. Et j'avais reçu cette fameuse pub de TikTok, nouveau réseau social, etc. etc. Et je dis bah, écoute, on va faire une vidéo. Je vais faire une vidéo, je la mettrai sur TikTok. Elle a fait 345 000 vues Ah oui, oui, oui. en 15 jours. C'était, franchement, mon téléphone, ça fumait dans tous les sens. Je comprenais rien. Moi qui étais anti-réseau social, vraiment. Et ben voilà. Donc là, j'ai eu peur. Donc j'ai arrêté ce TikTok. Et quelques mois après, je vais voir mon collègue. Ça m'avait quand même travaillé. Et je lui dis, tu crois qu'on pourrait montrer notre métier sur les réseaux sociaux pour faire changer les mentalités? Il me dit, mais vas-y, Ludo, fonce. Parce que moi, j'avais peur de la direction, j'avais peur de tout Oui, ça, en des fait. retours que vous pouviez avoir, parce que dans la fonction publique, je sais qu'ils sont attentifs aux messages. Il y a les droits et devoirs, voilà, du fonctionnaire. On regarde un petit peu tout ça, Et donc c'est très, délicat. d'ailleurs, il contrôle énormément mon compte. Et
Et donc, il me dit, mais vas-y, fonce, tu seras premier influenceur dans la propreté, et c'est une très bonne idée. Et voilà, tout a démarré de là. Et donc, c'est grâce aux insultes que j'ai eues derrière le camion. Et ensuite, bah, ça a fait son chemin et Combini m'a repéré, etc. D'accord, ok. Ça a été vraiment un petit peu l'événement déclencheur qui vous a fait rentrer dans le monde des réseaux, quoi. Ouais, ouais, complètement. Parce que moi, à la base, j'avais créé un profil Facebook, mais il y a très, 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 très longtemps, que j'ai toujours d'ailleurs, mais où j'essaie de cacher des trucs, mais et, moi, j'avais créé un profil Facebook parce que j'étais jaloux de mon partenaire de l'époque et je comprenais pas Facebook en fait. Et moi, je pensais qu'en fait, il me trompait, mais pas du tout. Voilà. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu les réseaux sociaux. Après, j'ai dit plus jamais je serai sur les réseaux sociaux, ça sert à rien, etc., etc. Mais pas du tout. Et vous avez poursuivi, vous avez continué. Ben oui, c'est pas d'avis. Hein. Et qu'est-ce qui vous motive justement au quotidien de partager cette activité professionnelle avec votre communauté qui grandit vraiment de jour en jour? Qu'est-ce qui me motive? Ben, c'est qu'on est dégueulasse, on est dégueulasse, on est dégueulasse. Et ça, j'en ai marre qu'on soit dégueulasse parce qu'on a les moyens de pouvoir être propre. C'est tout simple. Hein. On a des bras, des jambes, un cerveau pour réfléchir. Donc, à un moment donné, il faut arrêter et se servir un peu de tout ça. Et je ne dis pas qu'on s'en sert pas, mais peut-être à mauvais escient. Ben, servons-en nous pour, euh, pour, euh, pour avoir un environnement propre. Je ne comprends pas les gens qui jettent par terre. Mm, mm, mm. Je ne comprendrai jamais. Tout à Mais fait. En lien avec votre vidéo que j'ai vue aussi ce matin, une de vos dernières vidéos où vous aviez changé une poubelle qui débordait, où il y en avait vraiment partout et qui était à moitié ouverte. Et effectivement, on se demande, on se dit, mais là, l'incivilité des gens, comment c'est possible, quoi? De voir que cette poubelle n'a plus de place, plutôt que de garder un peu sa canette un peu plus loin et de la mettre dans une poubelle où il y a de la place, non, on bourre ce qui est déjà, ce qui déborde. Donc c'est une logique, si on est pragmatique, c'est une logique qui reçoit un petit peu l'avis de certaines personnes aussi. Tant qu'on peut mettre, on met et ça déborde et à un moment donné, non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, quoi. parce qu'en fait, la personne veut se débarrasser de son déchet, donc à tout prix, il va le mettre là-dedans. Alors Tout qu'il à fait. il pense pas aux autres, il pense pas à l'environnement, il pense pas à tout ça. Il pense qu'au bout de son nez, ces gens-là pensent qu'à leur propre personne, alors qu'on est des milliards sur Terre et on peut pas vivre en étant égoïste. Et ça, c'est plus possible. C'était possible peut-être il y a quelques années, il y a quelques temps, il y a des décennies de ça, parce qu'on n'était pas beaucoup. Sauf que là, maintenant, on est de plus en plus. Et à un moment donné, ben, si on continue comme ça, mais mais on va vivre, la planète, ça sera la décharge de l'univers à un moment Tout à donné. fait. Les Tout à Martiens fait. vont venir poser leurs déchets chez nous. Il n'y a pas de souci, on y va. La Terre, c'est une vraie poubelle. Mais voilà, à un moment donné, voilà, je pense qu'il faut réagir. Et moi, j'ai décidé, quand j'ai vu l'état des lieux, quand j'ai fait l'état des lieux, quand j'ai mes premiers temps sur les trottoirs de Paris, j'ai fait, mon Dieu, comment les gens sont dégueulasses, quoi. Parce qu'on a tendance à dire Paris est dégueulasse. Non, 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 non. Paris, c'est magnifique. Attention, c'est beau, il y a une architecture incroyable, etc. C'est toi qui es dégueulasse. Mais c'est toi qui es dégueulasse. Il faut arrêter de jeter par terre. Jette à la poubelle. Et ensuite, on pourra vivre le plus sainement possible. Mais il faut arrêter ça. C'est ça, voilà. Donc, Ça passe par la conscience collective, oui, tout à mais fait. oui, éducation, énormément d'éducation, par l'éducation, que ce soit parentale ou qu'elle soit éducative, euh, qu'elle soit sociale, ce que vous voulez. Mais, euh, mais oui, il faut éduquer les gens. Bon, mon grand-père, il m'a éduqué, j'ai fait des conneries, il m'a mis des gifles. C'est pas pour autant que. Voilà. Je dis pas qu'il faut frapper pour pouvoir éduquer. J'ai jamais dit ça. Mais par contre, une bonne correction, ben, ça fait du bien. Voilà. Tout à Ça fait. rend des gens. Et, et quel message vous souhaitez faire passer à la jeune génération aujourd'hui qui écoutera cette vidéo, qui vous lira également aussi sur Geeksland? Quel est le message que vous voulez leur faire passer? Nous, on a vraiment un public majeure partie jeune. Je pense que voilà, on va sur du 11, 12 à 20, 25 ans. Allez, et quel message souhaiterait vraiment vous souhaiterez leur faire passer à tous ces jeunes qui pourront écouter et lire Jeter à votre la vidéo? poubelle. Tout simplement. C'est un message ouais, qui est efficace, qui va droit au but. Mais non, parce qu'ils balancent les gens, les autorités, le gouvernement, ce que vous voulez, ils balancent des millions et des millions dans de la com qu'ils ne communiquent pas. Tout à fait, exactement. On voit des grandes pubs, des spots du gouvernement et qui c'est vrai, c'est de l'argent dépensé pour des choses qu'on regarde pas forcément, alors que effectivement, si ça passait par un autre biais,
peut-être par oui aussi les influenceurs, voilà comme vous et même les youtubeurs, ces choses-là. Si c'est des questions où déjà c'est des questions qui sont importantes et si on s'en empare, un petit peu tout ce monde-là peut s'en emparer aussi, on arriverait peut-être à remuer, à bouger un peu les consciences, ouais. Exactement, mais je sais plus, je vais dire un truc que j'ai perdu le fil, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, le mot, alors attention, parce que moi, quand mon pote, il m'a dit, Ludo, tu seras un premier influenceur et tout, moi, ça m'a fait peur quand même quand il m'a dit ça, parce que je suis pas l'influenceur que vous allez voir dans Les Anges Oui, tout ou à dans fait. à la con, où ils sont toujours en querelle, Mm. ils se crêpent le chignon, veux-tu en voilà, et ça va faire l'amour avec l'autre, et ça va faire ci avec l'autre, etc. Bref, tout ça, c'est du montage, en veux-tu en voilà. Pour moi, ça, c'est pas l'influenceur. Pas du tout. Parce qu'ils vont vous, en plus, ils vont vous demander, en faisant leur story, ils vont vous demander de mettre votre carte bleue avec leur code pour acheter tel produit qui va vous donner des plaques ou des boutons comme ça. Vous aurez du C'est mal à ça. vous en passer. Aujourd'hui, fort heureusement, ils sont régulés. Ils commencent à être régulés là-dessus parce qu'il y Mais avait pas mal de dérives avant, oui. pas assez. Mais pour le coup, moi, je prends le mot influence et le mot influenceur et je lui donne tout son sens. Ça a une définition, hein, le mot influence dans les dictionnaires. Donc, je m'en sers. Voilà. À quoi je me, De à quoi me l'influence, un peu lanceur d'alerte. Voilà, c'est ça, exactement. Tout à fait. C'est ça pour moi l'influence. C'est la vraie, c'est pas ce qui nous montre là. Et comment vous gérez cette reconnaissance-là? Parce que j'imagine que dans la rue, on vous reconnaît beaucoup. Comment vous arrivez, votre hiérarchie aussi, comme vous l'avez dit, hein, fait attention un petit peu à ce que vous faites. Comment vous arrivez à gérer tout ça, cette notoriété dans l'exercice de votre travail? Alors, j'imagine que ma hiérarchie se serve un peu de moi. Hmm. Je pense, mais après, c'est très bien parce que si moi je peux donner des idées, si, euh, si je peux influencer pour telle et telle chose, c'est ce qui se passe. Pareil, je prends un exemple tout simple. Je faisais des sondages, genre des quiz sur le métier des boueurs, etc. Mais pas que, hein, sur plein d'autres choses. Et ma direction a repris un petit peu le concept et maintenant font la même chose. Donc, moi, si je peux leur donner, si je peux être des idées dans ce sens-là, c'est très bien. Et voilà, donc ensuite, ma direction, bon, on va taper haut, Madame Hidalgo, hein, ben, elle me suit, hein, c'est une de mes premières, pardon pour le terme, fans. Mais après, attention, parce que là, j'ai un de mes collègues, un de mes meilleurs amis, qui pense que ben, le fait que je me prends en photo avec Madame Hidalgo, Madame Pécresse, je vais dans leur sens. Hmm. Et pas du tout. Pas du tout. Mais qui ne prendrait pas une photo avec ces gens-là? Ces gens-là, c'est des gens qui sont connus, qui sont dans la politique, C'est important. ils sont Ils importants. sont Enfin, décisionnaires surtout. exactement. Donc, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et puis peut-être que l'occasion ne se reproduira pas. Donc c'est pour ça que j'en profite aussi, moi, de mon côté. J'ai la chance un peu de connaître tous ces gens-là. Ben voilà, donc c'est pas. On prend une photo, ça veut pas dire que je vais dans leur sens, mais alors, vraiment pas du tout, quoi. Parce que moi, j'ai pas de politique et j'ai pas de syndicat. Que ce soit dans la politique, j'en ai aucun, et que ce soit dans les syndicats, j'en ai aucun, quoi. Bien sûr que j'ai mon parti politique, mais jamais je le dévoilerai Ah euh, oui, oui, oui. sur les réseaux Toute sociaux. opinion personnelle, oui. Bien évidemment que j'ai mon point de vue, bien évidemment, etc., etc. Mais ça, personne ne le sait. Il n'y a que mon mini-moi, voilà, qui sait. Je me parle avec moi-même. Parfois, je fais un peu le foufou, mais c'est pas grave. Mais au moins, voilà. Mais, euh, mais, mais voilà, personne ne sait dans quelle partie je suis et personne ne saura parce que j'en parlerai jamais. Et, voilà. Donc, pour les réseaux sociaux, je n'ai pas de politique et je n'ai pas de politique ni de religion ni je suis asyndiqué. Parce que pareil, il y a le bon côté des choses où on va vous reconnaître dans la rue le samedi. Le samedi, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup là en ce moment. Le samedi, c'est limite. Maintenant, une fois, j'ai eu la queue pour on puisse prendre des selfies. Donc ça, D'accord. et en plus, là, j'ai une vidéo qui a fait plus de 22 millions une vidéo qui a fait 22 millions de vues. Donc c'est impressionnant. Mais voilà, donc j'ai aussi donc le mauvais côté des choses, des réseaux, c'est les menaces de mort. J'ai été menacé de mort il n'y a pas si longtemps que ça par mes collègues de boulot. Un de mes collègues, il n'a pas été intelligent parce qu'il m'a envoyé un message en disant oui, on va niquer ta mère, on connaît les têtes, etc., etc. Et il a mis ça avec son nom et son prénom. Mm. Ok, bon, on va te retrouver, garçon, il n'y a pas de souci. Et on l'a retrouvé.
et j'ai reçu une lettre d'excuse, etc. Mais ça, on l'a forcé hein, pour faire la lettre. Et après, c'est pas le seul. Il y a aussi un des gros syndicats qui me menace. Apparemment, ils sont à la recherche de mon adresse, etc. Parce qu'ils veulent me faire taire. Mais pourtant, je ne dis rien. Le truc, c'est ça, c'est qu'ils veulent me faire taire, mais je ne dis rien. Donc, en fait, ils sont jaloux de Ah, je pense, oui, oui, il y a de la jalousie. peut-être notoriété qu'il y a autour de tout ça. Parce que c'est vrai qu'à chaque événement que je peux faire, il y a toujours des médias avec moi. Il y a soit le Parisien, soit France Bleu, soit un petit peu BFM, etc. Un peu tous les médias, en fait. Et là, par exemple, pour mon tour de Franche-Comté, ça a été couvert par l'Est républicain, France Bleu, Sud Radio, quoi d'autre puis voilà, plein de petits médias. Mais voilà, je pense qu'ils sont jaloux de tout ça et c'est dommage, dommage. Parce que moi, je pourrais aller dans leur sens, mais étant donné qu'ils me veulent du mal, je ne vois pas l'intérêt. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et parmi, on a parlé un petit peu voilà, de vos bonnes rencontres, les mauvaises aussi également. Et quelle est la réaction, la rencontre la plus inattendue que vous ayez pu faire grâce à votre travail là sur les réseaux sociaux pendant votre métier? Oui, il n'y a pas Ouf, de souci. pardon. Il n'y a pas de souci. Alors, la rencontre que j'ai pu faire, mon Dieu. La plus inattendue, celle qui vous a marqué grâce à votre présence sur les réseaux, une rencontre voilà, qui vous a scotché un petit peu et dont vous vous souviendrez. C'est une question qui est pas facile parce que j'imagine que des personnes vous en voyez beaucoup. Ouais, j'en vois pas mal, ouais. Euh, non, moi, je pense que ça reste ces personnalités politiques. Quand j'ai rencontré Madame Hidalgo, jamais j'aurais cru que j'allais rencontrer Madame Hidalgo. Mm. Madame Pécresse, pareil, c'est Madame Pécresse qui vous appelle personnellement. Waouh, elle a votre numéro. Waouh, je me dis incroyable. Donc, quand je les ai vus pour la première fois, à différents moments, hein, bien évidemment, je ne les ai pas vus ensemble, ça aurait été trop beau. Euh, J'imagine, oui, parce qu'il n'y a pas une très bonne entente. mais voilà, non, je pense que c'est des rencontres que je ne pourrai jamais oublier, c'est pas possible. Mm. Et j'ai un rapport particulier, justement, parce on peut discuter en privé, etc., justement pour essayer de faire avancer les choses. Là, justement, j'ai fait une dernière vidéo sur une décharge qui est en train de se monter juste à côté de chez moi. Et c'est à Marolles-le-Merpois, exactement. En fait, c'est un ancien camp de Rome. Donc, ils ont été expulsés. Mais par contre, tout a été laissé à l'abandon. Donc, il y a toutes ces cabanes qui sont tombées. Enfin, bref, c'est un bordel pas possible. Ça fait maintenant plus de 6 ans que c'est comme ça. Et donc là, maintenant, la végétation, la nature est en train de reprendre ses droits. Et du coup, elle grignote un petit peu tout ça. Donc, tout ça s'effrite maintenant et ça part dans le sol, etc. etc. Vraiment, Oui, c'est un oui. bordel. C'est un gros bordel. Et du coup, il faut que les choses, elles changent. Et là, j'ai fait une vidéo récemment et j'en ai fait appel à Madame Pécresse. Donc, voilà, j'espère qu'on va tous réagir et pouvoir changer les choses. Donc, voilà. J'ai ce petit rapport-là qui est particulier et j'arrive à, à faire, à faire monter l'information au Ouais, plus vous haut. êtes devenu un vrai relais sur toutes ces questions-là auprès. Et ça, c'est bien. Ça, c'est ce qu'il faut pour aussi faire bouger les mentalités. Oui, ça, c'est bien. Ben, le fait que je puisse discuter en privé, ça aide beaucoup. Tout à fait. On va parler de vos projets futurs un petit peu. Grâce à cette exposition, un petit peu, j'imagine que vous avez beaucoup plus de contacts, vous avez eu des demandes aussi. Vers quoi vous allez vous diriger un petit peu pour la suite Alors, j'ai déjà écrit un livre. Donc, le livre, il est sorti en 2022. Donc, c'est Plus tard tu seras éboueur, hein, qui est toujours d'actualité. Donc, on peut trouver partout, à la commande. Attention, pas D'accord. dans les mais à la commande. Ensuite, il y a un single qui est sorti. Donc, c'est Médecin Verru. Voilà. Bon, pas croire, hein, j'ai pas fait un million de streaming, hein, pas du tout. Mais bon, j'en ai fait un petit peu quand même, c'est déjà bien. Et ensuite, en projet futur, j'ai surtout mon tour de France des régions. Donc là, j'ai déjà commencé par la Franche-Comté. Ça s'est très, très bien passé. On a collecté plus de 301 kilos, dont 960 canettes, dont 460 bouteilles en plastique. Et on a fait plus de 31 000 mégots en 4 jours. Ah oui. Et voilà. Et là, je prépare la Bretagne maintenant.
et le nord aussi après, je pense. Et donc, quand je dis je prépare la Bretagne, ça veut dire qu'on doit trouver d'abord les sponsors et ensuite on y va. Voilà, parce que tout ça, c'est pas gratuit, hein. Bien évidemment, il faut payer ci, il faut payer ça à chaque fois. Moi, j'aimerais qu'on vive dans un monde gratuit, dans le monde des oui-oui, mais non, c'est pas possible. Et voilà, il y a ça. Donc, ça prendra quelques années quand même, parce que comme moi, je fais tous ces défis se font, sur mon temps de vacances, D'accord. sur mes congés annuels ou sur mes RTT, etc. J'ai pas un an de vacances, hein. C'est pas possible. Donc, je vais pouvoir faire 2 régions par an, je pense, mais pas plus. Donc là, on fait la Bretagne. Ensuite, ça va être le nord. Après, on va faire partout. On ira aussi dans les îles. J'espère aller à Mayotte, pas tout de suite parce que ça craint un peu. Oui. Mais voilà, mon rêve, ça serait de partir dans tout le territoire français et de pouvoir y mettre ma patte. Ouais. Voilà. Donner l'envie de pouvoir ramasser ces fucking déchets partout et qu'à un moment donné, Rencontrer les élus locaux, mettre des choses oui, en place. complètement. Et qu'à un moment donné, on arrive à un point zéro dans notre carrière terrienne où il y aura 0 déchet au sol. C'est mon but, mais bien évidemment, je ne le verrai pas, hein. On est bien d'accord. Quand vous savez qu'on ramasse plus de 1 million de mégots par jour sur Paris, avec les balayeurs et les machines confondues, c'est énorme. Donc j'imagine à New York ou j'imagine dans toutes les À grandes villes, Pékin, oui, oui. etc. Et encore, je ne suis pas sûr vers là-bas, mais parce que les Chinois, les Asiatiques sont beaucoup plus ils ont beaucoup plus éduqués que nous, beaucoup mieux éduqués que nous. Voilà, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc voilà. Et un autre projet qui est dans les tuyaux, c'est de faire le Tour de France des frontières. D'accord. Alors, vous avez le TFR, donc c'est Tour de France des régions, et le TFF, c'est le Tour de France des frontières. Et donc là, je partirai. Alors, j'aurai au préalable posé une année sabbatique. Ok. Et je partirai de Dunkerque avec mon chariot, hein, d'accord, et ma pince et mes sacs. Et on va ramasser les déchets tout au long des frontières. D'accord. Donc, ça sera les nationales, ça sera les départementales, etc. Peut-être des chemins, j'en sais rien. Et le trajet est presque finalisé. Et on partira pendant un an, donc 319 jours de périple. Ça sera comme le Paris-Marseille, sauf que le Paris-Marseille, c'était la N7. Là, ça sera tout le tour de la France. Et un an après, on arrivera à Dunkerque. Et vous le Donc, ferez collectivement ou individuellement, mais les gens vous rejoindront sur des lieux, j'imagine, peut-être. exactement. D'accord. Partir à 2 ou 3 officiels, j'aimerais beaucoup. Parce que même si on va se prendre la tête, etc., mais ça, c'est normal. Mais j'aimerais partir avec une petite équipe. Et bien évidemment, il y en a qui vont se rajouter sur la route, comme ce qui s'est passé pour le Paris-Marseille. Sur le Paris-Marseille, on a été rejoint, par exemple, une dame, c'était au circuit de Manincourt, une dame qui nous a reconnus, pardon, dans le journal local. Elle vient me voir, elle me dit c'est vous Ludovic, je suis vraiment content de vous connaître et de vous voir et tout. Est-ce que je peux venir avec mes enfants pour passer la journée avec vous, comme ça, on va ramasser les déchets avec vous? Bah Ok. oui, oui, oui. Oui, Et j'imagine que vous recevez des demandes et voilà. Et bien évidemment, le but c'est de faire participer le plus de monde, ben oui, petit oui, comme grand. Oui, tout à fait. c'est ça le but. Le but, c'est il y a le ramassage, mais c'est pas les 50 kilos en plus qui vont changer les choses au demeurant. Ça va surtout être les 50 personnes en plus que l'on va sensibiliser à 3000% pour qu'eux reproduisent la même chose et pour qu'ils ramassent aussi des déchets comme nous. C'est ça le plus important. Donc voilà, ça va être le TFF, le Tour de France des frontières. Donc là, il y a beaucoup de travail en amont, beaucoup de sponsors aussi à trouver. Voilà, donc j'ai hâte parce que Mais c'est ça un va être. beau projet. C'est un très beau projet. Voilà, et je peux d'ores et déjà te donner le thème. Enfin, vous, je te tutoie, je te vois, je sais plus. Oui, pas de souci. Je peux d'ores et déjà donner le thème du TFF, parce que le thème des régions, du Tour de France des régions, c'est l'eau. Et là, le Tour de France des frontières, ça sera les produits locaux. D'accord. Donc, dans chaque ville, il y a des produits locaux, etc. Donc, on va mettre l'accent sur tous ces produits qu'on ne connaît pas assez. Pour valoriser, oui, pour valoriser les villes et ouais. Exactement. Voilà. Ensuite, il y a un projet de BD. D'accord. Donc là, pour l'instant, c'est pareil, c'est dans les tuyaux. Là, on est en recherche de maison d'édition, etc. Et il y a un projet, bon, j'en sais pas trop encore parce qu'ils ne veulent pas m'en parler pour le moment. Ça avance. Je sais que ça avance. Mais pour l'instant, j'en sais pas plus. Donc voilà, je suis déjà dans le pif, hein, par contre.
Dans le Je suis déjà pif? dans PIF, ouais, PIF Magazine. Ouais, Il y ça a me parle. voilà, ben, il y a Nico qui dessine qui a créé mon personnage. C'est Nico le Retour, exactement. Je crois qu'il est en Bretagne. Et il avait commencé à faire mes dessins. En fait, il a fait un croquis par jour. Un jour, un croquis. Pour le Paris-Marseille, il a fait ça. Et ben, pour le coup, on est resté en contact. Et bien évidemment, ben, c'est mon dessinateur, en fait. Et, donc là, je suis dans le pif. Tous les trimestres, il y a une histoire qui sort. Voilà, donc c'est le petit monde de Ludovic. Donc c'est moi, avec mon Bob, mon Bob et puis ma tenue des boueurs avec mon balai, etc. Puis il y a plein d'histoires. Ok. Là, la prochaine histoire, tu peux la spoiler, c'est la Oui, magie. une continuité de votre histoire vraiment très Ouais, pluriculturelle, quoi, qui va vraiment exactement. partout. Et ça, c'est chouette. C'est une trajectoire qui s'est dessinée, qui maintenant, comme vous dites, 1000 au début, ça s'est recentré sur une trajectoire, et ensuite, hop, comme un arbre qui C'est part ça. sur 1000 chemins différents, et c'est très chouette. Très belle Mais moi, histoire. Ouais. alors j'ai le projet aussi de tourner une série. Il va y avoir une série, ça va être bien évidemment sur les déchets. Mais là, c'est pas tout de suite, mais ça sera, je crois, qu'on va tourner au mois de juin. Et attention, tout ce que je t'annonce là, je suis payé 0 €. Hein. Oui, oui, c'est vous, c'est des projets que vous lancez qui sont. Voilà. Voilà. Mais faut pas croire que je gagne des thunes. Donc, c'est une maison de production qui m'a contacté du Canada. Et, en fait, ils ont déjà tourné la première saison. Et là, ils tournent la deuxième. Et là, ils partent partout dans le monde entier. Ils vont partir à Bali, San Francisco. Là, ils viennent à Paris. Ils m'ont choisi moi. Donc, c'est incroyable. Hein. Ça a été diffusé sur TV5 Canada. Et ça va être diffusé. La première saison va être diffusée sur TV5 Monde. Et voilà. Ensuite, j'apparais dans une petite série aussi. Là, ça va être au mois de novembre prochain. La série, c'est Gobi. Donc, Gobi, c'est. On voit pas ma tête, mais par contre, on voit mon corps, on voit mes pieds, etc. Parce que c'est un éboueur qui jette, donc qui travaille en fait. Dans le sac que je vais avoir, il va y avoir Gobi. Donc, le gobelet, c'est lui la star en fait, c'est Gobi. La star, c'est le déchet. C'est incroyable ça quand même. Oui, oui, oui. Et voilà, donc moi, je suis juste l'éboueur qui change le sac et qui le met à la poubelle. Voilà. Et donc ça va arriver en novembre. Voilà, moi, j'aimerais bien tourner, j'aimerais bien écrire un, un tome 2, j'aimerais beaucoup. Voilà, donc si dans les lecteurs, il y a des écrivains, des gens qui veulent me prêter leur plume, on y va. D'accord, ok. Ouais, très bien. Ouais, ça fait beaucoup de projets et c'est très chouette. Vous lancez dans pas mal de choses. Et dans tout ça, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ça va permettre de sensibiliser encore pas mal de monde. Et ça, c'est une très bonne chose. Écoutez, avant que je... Oui, C'est l'essentiel. Si ça sort quand tout ça? alors, moi, il faut qu'en parallèle de mon activité professionnelle, je puisse avoir le temps. Moi, généralement, la vidéo, le média, donc pour l'instant, le média parallèle à Geeksland que j'ai créé, il est créé sur X, pas encore sur YouTube et sur TikTok. Disons que YouTube, TikTok, ça devrait arriver pour d'une date approximative, je pense, pour la mi-avril. Ok, bon, c'est bon. Et début avril pour l'interview format texte pour Geeksland. Oui, parce que là, le plus gros de mes projets là, ça va être de porter la flamme. Hein. Je porte la flamme. Je D'accord. porte la flamme olympique. Et pour le coup, ça va être incroyable. Ah oui, ça, c'est vous qui allez être en tête de cortège. Ouais, il va y avoir. Ben, je vais courir pendant 200 mètres. Donc pendant 200 mètres, ça va être mon moment. Ah bah c'est chouette, c'est très bien ça. Donc dans Paris, normalement c'est dans Paris, hein, si j'ai bien tout compris, parce que j'ai l'impression que j'ai pas tout compris. Donc ça sera dans Paris, c'est sûr. Ça sera dans Paris, c'est sûr, mais enfin, je sais pas. C'est au niveau du jour, je comprends pas tout, mais bon, peu importe. Mais oui, c'est officiel, hein. C'est officiel. D'accord. Ouais. Ok. Donc, ça c'est génial, ouais. Ouais, bah très bien, c'est noté. Avant que je couperai ensuite la vidéo et je vous donnerai deux, trois détails ensuite, avant que je coupe la vidéo, une petite dernière question, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De rester en vie. Ok, bon, c'est une demande qui est poétique aussi. Ouais, non, 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 sur un autre média, j'ai parlé un petit peu de ma solitude et tout, parce que c'est vrai que je suis très seul, même si j'ai 400 000 abonnés, on se sent très seul. La solitude, ça vous ronge petit à petit.
Ça se voit pas, ça se palpe pas, mais ça fait mal. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà, voilà. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est ça, c'est rester moi-même et longue vie, quoi.